Un autre militaire, un ancien Saint-Cyrien, le lieutenant Matessa, vient d'être nommé commissaire du gouvernement, c'est-à-dire super-préfet. Il va prendre ses fonctions à Wesso, à 1000 km au cœur du pays. Commandement des zones. Inspecteur de l'ONPP, c'est l'inspecteur de l'enseignement, assistante sociale, maison de commerce. Chantez! Pour le peuple. Tout pour le peuple. La Sangha, oyez. Wesso, oyez. Camarades, nous vivons une époque où le militaire n'est plus celui qui se contente seulement de manier les armes, celui qui se contente de s'enfermer dans une caserne pour attendre que le contribuable, qui n'est autre que vous, ait subi les rigueurs du percepteur pour avoir son salaire. Nous vivons une époque, dis-je, où les militaires ne constituent plus une classe, à part une force au service d'un individu ou d'une caste. Nous vivons une époque où le militaire est fils du peuple et le digne serviteur de celui-ci. Voilà ce qui justifie, camarades, qu'un militaire ait été mis à la tête d'une région économiquement et stratégiquement importante comme celle de la Sangha. L'après-midi, le nouveau commissaire veut visiter une entreprise privée, la scierie d'un Français, M. Saclier. Là-bas, le lieutenant Matessa va être reçu par la cellule politique et la section syndicale placée auprès de chaque patron. Merci mingi mbote na bino. Il y a 8 ans, par exemple, en 62, à mon arrivée, c'est une scierie qui travaillait 400 mètres cubes par mois. Actuellement, on a triplé. Et chaque année, on modernise, on installe de nouvelles machines. Enfin, on fait en sorte qu'il y ait de l'amélioration constante. J'ai un effectif permanent de 95 travailleurs. Un effectif permanent? Permanent, hein. Puis il y a des temporaires. Oui, alors c'est des temporaires, des journaliers. Ces temporaires sont surtout des pygmées, hommes et femmes, qui font les nettoyages, les petits travaux, hein, qui font les nettoyages de la scierie, ils enlèvent les petits débris. Alors, les rapports avec les ouvriers, c'est bon? Vous êtes content? Ça va.
Bon, de temps en temps, il y a quelques petits accrochages, hein, mais ça, c'est une chose normale. Hein. Moi, je pars du principe que s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Ah oui. Enfin, d'affaires importantes, je peux dire qu'il n'y en a jamais. Et de toute façon, le peu qu'il y en ait... Monsieur Saplier, parlant de son entreprise, nous a dit que dans son entreprise, il était le chef, mais auprès de lui, il y avait une cellule politique qui travaillait en rapport très étroit avec lui. C'est tout ce que nous recherchons pour l'instant. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous allons nous défaire de ces sociétés privées. Nous ne sommes pas encore à ce stade. Vous ne voyez pas, dans la survivance d'une exploitation telle que celle-là, des relents de colonialisme? Il ne peut pas y avoir de relents de colonialisme si, auprès d'une entreprise comme celle-là, il y a un comité révolutionnaire. Ce serait vraiment utopique. Et c'est même risqué pour celui qui se mettrait à relancer ça. En tout cas, cette société va continuer de vivre normalement. Cette société vivra normalement. Je vois ce que vous avez derrière la tête en me posant une telle question. Vous pensez qu'une telle société devenue prospère, les Congolais mettraient la main là-dessus? Nous ne pensons pas. Je vous l'ai dit, nous ne sommes pas encore une nation pour parler de nationalisation. Et puis, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut nationaliser. Parce que je pense que vous, Français, vous gagneriez en nationalisant les champignons de Paris. C'est une question de rentabilité. Est-ce que ces sociétés devront quand même se transformer un jour ou l'autre? Tout dépend de ceux qui les gèrent. Vous voyez une forme de cette transformation? Je vois, par exemple, une société, devenir une coopérative. On associe tout le monde au travail et les bénéfices reviennent à tout le monde. Et le patron reste quand même le patron? Pourquoi pas? Alors, le professeur Lissouba est l'un des meilleurs généticiens au monde. Il est titulaire d'une chaire à la Sorbonne, mais c'est aussi un homme politique. En 1963, il a introduit pour la première fois le marxisme au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, à l'écart d'un pouvoir qui l'a profondément influencé, il juge l'économie de son pays, une économie chancelante. Même si les sociétés européennes continuent d'y prospérer, le drapeau rouge n'est pas une bonne publicité pour les investissements étrangers. Et quels sont les efforts que le gouvernement a pu faire, enfin les gouvernements ont pu faire au cours de ces 10 ans pour créer une industrie locale? Ces efforts ne peuvent pas être qu'internes. Il est évident que l'idéal serait, c'est un point de vue strictement personnel, l'idéal serait la mise en route de grosses industries à partir de nos richesses, à partir de ce que nous avons comme potentialité. Mais ceci se heurte à un certain nombre de considérations, disons, qui se situent sur le plan international, sur le plan des aides, car nous ne pouvons pas de nouveau créer une industrie sans le concours d'une aide extérieure. C'est-à-dire que fondamentalement, pratiquement, vous êtes toujours dans une forme d'économie coloniale. Vous l'avez dit, vous avez dit le mot. C'est une forme d'économie coloniale, autrement dit, peut-être pas strictement cueillette, mais on ne peut pas éviter, disons, longtemps ce mot. C'est-à-dire que vous fournissez des matières premières, mais vous ne transformez jamais ces matières premières vous-même. On transforme très peu, ou le peu que nous transformons ne suffit pas à appeler nos pays, disons, à lancer nos pays vers l'industrialisation. On parle traditionnellement de l'aide aux pays en voie de développement. Est-ce que vous estimez que cette aide vous permet, cette industrialisation, au contraire, vous enferme dans cette économie de type colonial? Nous pouvons dire que cette aide nous enferme dans certains sens. Je ne veux pas par là dire que l'aide est inutile, non. Je viens de vous dire tout à l'heure que pour faire une industrialisation, nous devons compter sur l'apport extérieur. Mais l'aide telle qu'elle a été dispensée jusqu'ici, en revoyant notre bilan, je parlais d'hôpitaux, d'écoles, etc., ceci, disons, nous a plutôt enfermés, parce que devant faire face à des problèmes de fonctionnement de ces structures sociales, c'est évident que cela nous crée des charges
qui nous empêche de nous tourner d'une manière fondamentale et décisive vers les problèmes d'industrialisation ou même vers les problèmes du monde paysan que nous avons délaissés jusqu'ici. L'aide vous coûte alors? L'aide coûte cher. Sur ce plan déjà, elle nous coûte cher du fait des dépenses, disons, induites, des dépenses de fonctionnement, et l'aide nous coûte cher du fait que notre économie est de cueillette. Mais est-ce que les Chinois, par exemple, ont mieux compris ce problème de l'aide qu'ils pourraient vous apporter? En ce qui me concerne, je ne vous cacherai pas sincèrement que j'ai été satisfait de ma collaboration quand j'ai été avec le gouvernement chinois sous cet aspect. Je ne peux pas dire la même chose de tous les pays socialistes, bien entendu. L'usine textile de Kinsundi, construite avec l'aide de la Chine. 1300 ouvriers, pour l'instant en déficit, en fait une école de formation ouvrière et de formation politique. Unité, lutte socialiste. Classe ouvrière. Unité, lutte socialiste. Classe ouvrière. Unité, lutte socialiste. Cette usine devrait permettre dans 2 ans d'habiller tous les Congolais. Les citations, voyez à la page 143. S'il faut comprendre, dans tout travail, l'autoritarisme est une... Tous les matins, la journée commence dans les ateliers par la lecture commentée du petit livre rouge de Mao, et ensuite par une longue séance d'autocritique, souvent en présence du directeur de l'usine. Puisque nous voyons parmi nous le camarade directeur. Merci camarade. Comme vous avez remarqué, camarade, que depuis un certain moment, nous parlons des normes de la productivité. Tous ceux qui ne seront pas capables d'atteindre ces normes ne mériteront pas le salaire qu'on leur paye actuellement. Parce que le salaire sera calculé en fonction de ce qu'ils ont produit.